Attention, ça commence. Une onde, un souffle, une idée. Des débats pour s'interroger. Des conférences pour comprendre. Des échanges pour reprendre le contrôle. Ici, c'est Radio Frexit. Votre voix, vos idées, votre avenir. Radio Frexit. Ensemble, reprenons les rênes. Bonjour Monsieur Asselineau. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs. Comment allez-vous Ça va bien. sur cette année de 2026? Bah écoutez, c'est une année qui commence sur les chapeaux de roue quand même, dans Très tous bien. les domaines, en particulier en matière internationale, mais qui est un peu l'année de tous les dangers, je pense. Et on voit bien que il y a des événements très graves qui sont en train de se dérouler, non seulement en France, mais en Europe et même dans le monde occidental, et qu'on a un peu l'impression de veiller d'armes. Tout le monde maintenant commence à regarder l'année 2027 qui sera sans doute une année assez décisive pour l'avenir du pays. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour cette précision. Et voilà, donc on est sur TikTok, Oui. aujourd'hui sur Radio Frexit. Donc on vous remercie de cette interview et on va vous poser les questions que les internautes se posent. Allez-y. D'accord. Alors la première question, c'est stratégie et faisabilité. D'accord. Que dire pour évincer l'apport du Frexit? Que dire pour Pour évincer l'apport du Frexit. Les gens ont peur en fait de la peur, ouais, pardon, la j'avais peur. pas compris, Non, j'avais compris la peur. excusez-moi, la peur, excusez-moi. La peur, pardon. C'est moi, J'avais autant pas pour bien moi. compris. Et ce qu'il faut dire aux gens, c'est qu'il faut leur demander pourquoi est-ce qu'ils ont peur du Frexit, pourquoi ils ont peur de sortir de l'euro, alors qu'ils n'ont pas eu peur, par exemple, d'adopter l'euro. D'accord. Tout simplement. C'est-à-dire, c'est tout simplement, pourquoi? Ben, c'est tout simple. Parce que quand il s'est agi d'abandonner le franc, qui était quand même la monnaie de la France depuis plusieurs siècles, on a dit aux Français, par toute une propagande, que l'euro, ça serait formidable. En fait, c'est pas formidable du tout. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Mais là, maintenant, quand on veut refaire machine arrière, on a les mêmes médias qui nous disent c'est une horreur. Vous savez, c'est ce que les Britanniques, au moment du Brexit, avaient appelé le Project Fear, le projet de la peur. Pour lutter contre le Brexit, les seuls opposants, ils n'avaient qu'une seule chose, c'est agiter des peurs ancestrales, des peurs apocalyptiques. On en est là. Voilà. C'est-à-dire qu'on veut faire peur aux gens. D'accord. Moi, je suis partisan de débats approfondis pour que on mette la peur de côté et qu'on débatte de façon rationnelle. Tout à fait. Moi, c'est ce que justement nous on débat assez souvent sur les lives, de dire voilà, il n'y a pas de problématique en fait à revenir au franc et pourquoi avoir peur. On a bien C'est normal réussi. que les gens à posent des questions. Hein. Notamment, il y aura effectivement le franc quand on sortira de l'euro. Le franc se dépréciera. On peut estimer, à partir des soldes de Target 2 de la balance des paiements à l'intérieur de la zone euro, on peut estimer que le franc perdra à peu près 15 à 20% de sa valeur vis-à-vis du dollar. Donc ça a des conséquences négatives, c'est-à-dire que les importations coûteront plus cher, les voyages à l'étranger coûteront un peu plus cher, mais ça a aussi des conséquences positives, c'est-à-dire qu'on aura une baisse de nos importations, une augmentation de nos exportations, donc une baisse du chômage, il y aura de l'emploi en France qui se créera, ça permettra de mieux équilibrer les comptes sociaux, donc une baisse des déficits de l'État. Et puis également, on aura une monnaie il faut surtout pas croire, par exemple, que les dettes qui seront labellisées, qui sont actuellement libellées en euros, prendront 30% de plus. Souvent, je vois des gens qui disent ça. Non, ça n'a rien à voir, parce que de la même façon que lorsqu'on est passé du franc à l'euro, toutes les créances que vous aviez, par exemple, si vous aviez un compte sur un livret de caisse d'épargne, ou si vous aviez un endettement vis-à-vis de la banque, elles sont, en une minute, elles sont passées du franc à l'euro. Ben ça sera pareil. Et ensuite, on aura une dette qui sera en francs. Alors évidemment, les gens qui ont des créances sur la France qui seront en francs, ben, cette créance, effectivement, pourra perdre une quinzaine de pourcents. Enfin, c'est justement pour ça qu'on paye des taux d'intérêt supérieurs à l'Allemagne. C'est justement parce que les investisseurs internationaux, les fonds de pension qui investissent dans les obligations assimilables du Trésor français, ont intégré dans les taux d'intérêt que nous acquittons l'hypothèse que l'euro explose et que le franc perd d'environ 15%. C'est pour ça qu'on paye plus cher que l'Allemagne.
Le risque se concrétisera. Après tout, ils auront eu l'argent nécessaire. Mais j'aimerais, je voudrais rebondir là-dessus. J'aimerais dire en fait le fait de justement de perdre cette dévaluation de 15 à 20%. Moi, j'aime dire aux gens, mais écoutez, la chance qu'on a pour pouvoir peut-être réindustrialiser aussi la France et les exportations, qui nous amènera automatiquement du travail. Bien sûr, c'est très important à comprendre. Il faut aussi dédramatiser ça. Vous savez, l'euro par rapport au dollar, depuis qu'il a été créé, il a varié entre 1 euro égale 0,85 $, donc $1 est plus cher, et 1 euro égale 1,60 $, c'est-à-dire 2 fois plus. Donc il y a eu un yo-yo depuis 1999, enfin surtout depuis 2001, il y a eu un phénomène de yo-yo. Lorsque le dollar s'est beaucoup apprécié ou s'est beaucoup déprécié, on n'a pas fait un fromage. Alors il y a des gens qui vont dire oui, mais si aussi le franc perd 15%, on va payer les hydrocarbures 15% plus cher, on va payer l'essence. Là, on a une réponse, c'est que vous savez que sur le prix de l'essence, le prix de la matière première ne représente que 30 à 40%. Le reste, ce sont des taxes. Et on pourra très bien ajuster la taxe sur les produits pétroliers à la baisse pour limiter l'impact que le particulier n'ait pas de hausse sensible sur l'essence qu'il achète pour sa voiture. Donc j'aimerais vous dire, c'est un avantage en fait. Oui, enfin, il faut vraiment, ce qu'il faut bien comprendre, vous savez, il y a des gens qui me disent, vous vous rendez compte, M. Asselineau, si on sort de l'euro, je leur réponds, est-ce que vous vous rendez compte si on y reste? Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la dégringolade de l'industrie française en ce moment, c'est parce que nous avons une monnaie qui est trop chère par rapport à la compétitivité de l'économie française. Ça c'est très important, on n'a pas le temps d'ici de développer davantage, mais il faut comprendre que de 1949 jusqu'à 1999, 1949, c'est la création du Deutschmark, lorsque les Américains ont rendu la souveraineté à l'Allemagne. Jusqu'en 99, pendant 50 ans, le Deutschmark n'a pas arrêté de s'apprécier par rapport au franc. Le franc s'est déprécié. Mais ce n'est pas pour autant que la France s'appauvrissait. Au contraire, c'était la période des 30 glorieuses. Parce que la monnaie, il faut pas valoriser de façon, il faut pas faire de la valeur externe de la monnaie un fétiche. La valeur externe doit compenser les évolutions de compétitivité. Il se trouve que, sur une longue période, l'augmentation de la compétitivité de l'Allemagne est supérieure à celle de la France. Donc nous, il est nécessaire que régulièrement, on ait une monnaie qui se déprécie. C'est ce qui s'était passé, je vous l'ai dit, 49 et 99, et la France se portait très bien. Exactement. C'est la période des 30 Exactement. Le problème qu'il y a, tous les économistes sérieux vous le diront, est-il possible sur une longue période d'avoir la même monnaie que l'Allemagne? La réponse est non. Ouais. Je vais juste finir là-dessus. J'aime dire qu'en fait, une fois que vous serez président de la République, Monsieur Asselineau, je vois cela comme les 30 glorieuses. On peut, alors, je vais pas dire, moi j'aime bien dire les choses de façon sérieuse. Ce qui sera très important, c'est un peuple qui retrouve la fierté dans son propre pays et qui retrouve la fierté de décider lui-même de son avenir. C'est fondamental. Vous savez, l'économie, c'est pas une science exacte. Si c'était une science exacte, toutes les prévisions économiques seraient toujours réalisées. Elles ne le sont jamais. Bon, ou très très rarement. Donc en fait, l'économie, c'est ce qu'on appelle une science humaine, comme l'histoire par exemple, ou la psychologie, c'est-à-dire que ça fait l'objet d'interprétations et ça dépend beaucoup de l'être humain. Dans un pays où les gens se projettent positivement dans l'avenir, les Français, c'est ce qui s'est passé dans les années 50, 60, les années 60 notamment, les Français se projetaient positivement. Quand vous vous projetez positivement dans l'avenir, vous faites des économies, vous investissez pour créer une entreprise, vous investissez pour acheter un immeuble, pour une maison ou un appartement, ce qui va faire tourner la machine économique, notamment la construction. Vous éduquez les enfants ont envie d'être éduqués parce qu'on leur explique si tu travailles bien, tu réussiras, etc. Ça, c'est quand un pays se projette de façon positive. Actuellement, les Français, ils sont extrêmement pessimistes sur l'avenir de la France, et à juste titre. Donc, quand vous êtes très pessimiste, il se passe quoi? Vous avez vu ce sondage récent qui montre qu'il y a plus de 35% des jeunes de moins de 30 ans qui veulent partir du pays. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous avez les gens, ils n'ont plus envie d'investir. Ils ont envie, les retraités ont envie de s'en aller au soleil. Les jeunes Français, ils ont envie d'aller à l'étranger. Et ils n'ont pas envie d'aller au Luxembourg ou au Danemark ou en Allemagne. Ils ont envie d'aller au Canada, en Australie, au Japon, etc. C'est-à-dire que il y a un véritable problème. À l'origine peut-être des crises qui traversent la France, il y a d'abord une crise morale. C'est-à-dire que les Français ne se reconnaissent plus dans leur propre pays, et ils ont l'impression que c'est plus eux qui décident, et c'est pas seulement une impression, c'est une réalité. C'est une réalité, tout à fait. Merci en tout cas pour ces précisions. Je vous en prie. On va passer à la question économie et programme.
Alors, programme UPR non chiffré, souvent, c'est ce qu'on nous dit quand on est en débat, par exemple, avec les LFistes. Par exemple, ils nous le reprochent assez souvent. Que dire de cela? D'abord, c'est pas tout à fait vrai, puisque nous, on a fait des programmes, j'ai expliqué les économies que nous ferions. C'est le premier point. Le deuxième point que je dirais, c'est que dans l'histoire politique française contemporaine, jamais on a vérifié les promesses sur ce genre de sujet avec les résultats. C'est-à-dire que les chiffrages de LFI sont contestés par d'autres, puisque je vous l'ai dit, la science, l'économie n'est pas une science exacte. Quand si vous avez une économie avec des taux de fiscalité punitive, etc., vous risquez d'avoir des contre-réactions d'un certain nombre d'agents économiques. Moi, ce que je voudrais dire surtout aux électeurs de LFI, c'est que notre programme, nous, on a chiffré les économies qu'on pourra faire, des économies d'ailleurs que le LFI ne se propose pas de faire au passage, parce que il faut absolument comprendre qu'il faut en effet faire des économies. On a un déficit de l'État qui est bien excessif, et on risque d'avoir une France qui risque d'être mise sous tutelle du FMI à court terme, du Fonds monétaire international, comme l'a été la Grèce. Donc nous, on a chiffré des économies. Sortir de l'Union européenne, ça va nous rapporter 12 à 15 milliards d'euros d'économies directement, puisque c'est les bénéfices, enfin la contribution nette qu'on donne à l'Union européenne. Sortir de l'OTAN, ça peut nous faire économiser un demi-milliard d'euros. Supprimer les régions pour en revenir à des établissements publics administratifs, ça lutte contre le millefeuille administratif, ça supprime 1800 et quelques 1780 postes de conseillers régionaux, plus tout ce qui va avec. Les économies, c'est de l'ordre de 4 milliards d'euros. Sortir de l'Union européenne, ça veut dire aussi faire des économies en matière de normes, puisque les normes que nous avons en France, tout le monde se plaint des normes. Il faut voir que c'est un empilement de normes européennes et de normes françaises. Donc nous, si on sort de l'Union européenne, on taillera dans un certain nombre de contraintes administratives venant de l'Union européenne. Au moment du Brexit, les Britanniques avaient chiffré ça à des centaines de milliards d'euros. Je dirais pas jusque-là, mais il y aura un allègement profond qui sera fait. J'aimerais savoir où est-ce que LFI se propose de faire des économies. Je sais qu'il y a toujours l'idée des 200 milliards d'euros versés aux entreprises. Je partage une partie de ça. Mais je voudrais dire quelque chose sur ça. C'est que dans les 210 milliards d'euros que chiffre souvent LFI qui seraient donnés pour les entreprises, il y a dedans des subventions à des entreprises publiques. Ça, c'est justement le principe même du service public que je suppose LFI ne veut pas remettre en cause. Et par ailleurs, il y a des dons qui sont faits, des subventions qui sont faites à des entreprises qui par ailleurs versent des dividendes à leurs actionnaires qui sont très, très riches et qui bénéficient de subventions. C'est vrai que c'est choquant, tout à fait, en apparence, mais pourquoi il y a ça? Parce que l'euro est surévalué et qu'il y a la libre circulation des mouvements de capitaux qui nous est imposée par notre appartenance à l'Union européenne. Donc les entreprises font preuve d'un chantage. C'est-à-dire qu'elles disent, écoutez, nous, on n'est pas suffisamment rentable. Même si on est rentable, on n'est pas suffisamment rentable. Si on n'a pas d'aide aux entreprises, on va se délocaliser. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Le problème fondamental de LFI, c'est qu'ils refusent de sortir de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'ils acceptent le principe de la libre circulation des capitaux. C'est-à-dire il est là le problème. Ils acceptent, au passage, ils ne font pas les économies que je propose, qui sont ceux de la sortie de l'Union européenne. Et puis je rappelle aussi un dernier point, c'est que la plupart des propositions qui sont faites par LFI ne sont pas compatibles avec notre appartenance à l'Union européenne. Alors, je connais la réponse qui consiste à dire on va désobéir au traité. Mais c'est une blague. Je rappelle que l'article 5 de la Constitution de la Cinquième République donne 3 pouvoirs essentiels au président de la République. Le président de la République est le garant de l'indépendance nationale. Déjà, si vous êtes dans l'UE, vous trahissez ça. De l'intégrité du territoire. Quand je vois les expérimentations avec la région Alsace, la région européenne d'Alsace, il y a de quoi être très inquiet. Et enfin, le 3e pouvoir donné au président de la République, il est le garant du respect des traités. Comment voulez-vous que vous ayez des candidats, M. Mélenchon, mais ça a été vrai aussi à droite, je vois que Mme Knafou, elle disait la même chose, comment voulez-vous qu'on puisse concourir à la fonction suprême en disant déjà je ne vais pas respecter la Constitution et je ne vais pas respecter les traités? Est-ce que vous imaginez la réaction des autres pays de l'Union européenne? En fait, c'est un comportement de malfrat. Donc, un président de la République, c'est quelqu'un qui doit respecter le droit. Nous disons de façon adulte, on ne peut plus rester dans l'Union européenne. On ne va pas désobéir parce qu'on faudrait désobéir à chaque truc. Il faudrait désobéir sur les questions migratoires, il faudrait désobéir sur l'agriculture, il faudrait désobéir sur l'acétamiprine, il faudrait désobéir sur le Mercosur, il faudrait désobéir sur le taux de change de l'euro, etc.
en fait, si vous y réfléchissez bien, on a des gens qui passent leur temps, de l'extrême droite à l'extrême gauche, qui passent leur temps à essayer de se creuser la tête pour savoir comment résoudre des problèmes que nous n'aurions pas si on n'était pas dans l'UE. Eh ben, c'est plus simple de sortir de l'UE. On est bien d'accord, c'est bien plus compliqué. Voilà. On est bien d'accord. On va passer sur loi et justice. Êtes-vous pour le rétablissement de la peine de mort pour la pédocriminalité? Alors, moi, je rappelle que j'ai proposé dans mon programme, et c'est pas nouveau, j'ai pas attendu les Gilets jaunes, puisque c'était déjà dans mon programme en 2012, j'avais pas pu être candidat, mais on l'avait déjà mis en 2011. On avait proposé, à l'époque on appelait ça le référendum d'initiative populaire, maintenant, pour coller à l'actualité, on appelle ça le RIP, le référendum d'initiative citoyenne. Et donc je pense que c'est typiquement le genre de référendum, je pense que c'est les Français qui doivent décider. Alors, d'ailleurs, on peut se poser la question pourquoi limiter ça aux crimes pédocriminels. Parce que, si vous voulez, je suis d'accord que c'est épouvantable. Vous savez, si vous avez une personne très âgée qui est martyrisée, torturée pour avoir cette économie jusqu'à la mort, c'est pas beaucoup plus glorieux dès que vous vous attaquez à des êtres en très grande fragilité, en très grande faiblesse, que ce soit des petits-enfants, que ce soit des handicapés, que ce soit des personnes très âgées, c'est dans tous les cas, c'est épouvantable dans tous les cas de figure. On peut aussi se poser la question de savoir est-ce que des forces de l'ordre, par exemple, qui se font tuer en service, c'est pas non plus très glorieux. Donc, je crois que le problème plus général, c'est de se poser la question est-ce que oui ou non, les Français veulent rétablir la peine de mort? Personnellement, je pense que c'est aux Français de décider. Or, on n'a jamais demandé aux Français, en fait. Ça a été imposé, la suppression de la peine de mort, et je rappelle que l'interdiction de la peine de mort figure dans ça fait partie de la Convention européenne des droits de l'homme, et ça fait partie, je crois aussi, plus ou moins, des directives de l'Union européenne. En tout cas, maintenant, la peine de mort a été supprimée partout en Europe. Alors, il y a des gens qui disent que ça serait un retour à la barbarie. C'est un vrai débat philosophique, mais à mon avis, c'est typiquement le genre de sujet sur lequel le peuple français peut et doit se décider. Ou alors, on n'est pas en démocratie. Complètement. Mais je vous rejoins tout à fait là-dessus. Et donc, c'est même le fait du RIC que vous proposez, même sur d'autres situations, sur les grandes lignes, en fait, de la fin des directivités. Sachant bien d'ailleurs, au passage, puisqu'on en est à parler des référendums, nous proposons d'accroître le recours au référendum. On garde les référendums tels qu'ils sont actuellement, plus exactement tels qu'ils ne sont plus, puisque ça fait 21 ans qu'il n'y a plus de référendum, justement parce que les gens qui sont au pouvoir se méfient des référendums. Pourquoi ils s'en méfient? Parce que quand il y a un référendum oui/non, vous avez des gens qui sont d'origine très différente, qui peuvent voter oui ou qui peuvent voter non. On l'a vu au référendum de 2005 sur la Constitution européenne, il y a eu 55% de non. Il y a eu là-dedans 30% qui venaient de la droite et de l'extrême droite et 25% qui venaient de la gauche et de l'extrême gauche. Et ça, c'est très intéressant parce que l'oligarchie qui tient le pays ne veut surtout pas de ça. L'oligarchie, elle veut maintenir artificiellement parfois la séparation droite-gauche. Bien sûr qu'il y a des gens qui sont plutôt de droite et d'autres qui sont plutôt de gauche. Mais aujourd'hui, là, dans la France où on est, les Français, ils ont bien vu, on vote à droite, on vote au centre, on vote à gauche. En fait, on a la même politique. Quelle est la différence de politique entre Sarkozy, Hollande, Macron? En fait, ils n'ont fait qu'appliquer les directives européennes. Voilà. Donc, nous, on dit il faut sortir de l'Union européenne. Et pour sortir de l'Union européenne, il faut rassembler au-dessus du clivage droite-gauche. Ça, c'est fondamental. C'est la raison pour laquelle nous, on a un parti où il y a des gens, honnêtement, à aller consulter, à parler avec nos militants, on a des gens qui viennent de partout. On a des ex-RN, des ex-RPR, des ex du Parti communiste français, on a des ex qui viennent du Parti socialiste, on a des Français de toutes origines, y compris on a beaucoup de Français d'origine immigrée, soit dit en passant, parce qu'ils se reconnaissent dans un projet politique qui est le même que celui du Conseil national de la résistance de 1943-44. Nous, on dit, pour le moment, s'afficher à droite ou à gauche, ça sert à une chose, ça sert à maintenir le système. Nous, on dit, on va suspendre, exactement comme la résistance, il faut que des gens de bonne volonté de droite et de gauche se rassemblent avec un programme de récupérer notre souveraineté nationale. Exactement le CNR. Et puis, une fois qu'on aura récupéré notre souveraineté nationale, à ce moment-là, tout naturellement, les gens reviendront à des programmes plus à droite ou plus à gauche, mais ça n'empêche pas d'avoir un programme que nous avons détaillé, parce qu'il y a des gens qui disent on n'a pas de programme. Si, on a un programme. Je me permets d'ailleurs de souligner que c'est pas très compliqué de le découvrir, il suffit de taper sur Google Asselineau et programme. Alors, vous le trouverez tout de suite. C'est des gens qui disent on n'a pas de programme. Si, on a un programme. Allez le consulter avec 27 chapitres. Et justement, vous verrez que c'est un programme qui s'inspire assez étroitement du CNR et qui vise à rassembler un petit peu les Français sur ce qu'ils ont en commun.
Par exemple, nous voulons absolument défendre les services publics. Parce que c'est pas vrai que on entend beaucoup de gens qui veulent tout privatiser, mais c'est que ça correspond pas au fond de la société française. Les Français, ils ont besoin d'un État puissant qui assure la justice sociale. De Gaulle l'avait parfaitement compris. Et ça remonte, c'est une vieille tradition française, ça remonte à Saint-Louis, qui a été le créateur ce qu'on appelait les établissements de commun profit, payés sur la cassette du roi. Et donc, les Français, ils ont besoin d'un État qui assure la justice sociale. Même, vous savez, moi je n'ai jamais vu, ça fait 18 ans que je parcours la France, même des gens très à droite, je n'en ai jamais vu qui disent qu'il faut qu'il y ait une médecine pour les très riches, une médecine moins bien pour les classes moyennes, et puis presque une médecine au rabais pour les pauvres. Il y a un grand consensus en France qui traverse le clivage droite-gauche sur le fait que tout le monde est d'accord sur pour les grands moments de la vie, la naissance, l'éducation, la maladie, la mort, les Français doivent être traités sur un pied d'égalité. Donc nous, on revient vraiment sur ces sujets. Alors après, il peut y avoir des politiques plus à droite, plus à gauche, plus ou moins socialisées. Mais nous, dans un premier temps, on rétablira. Excusez-nous. Dans un premier temps, on rétablira ce qui est là, le socle commun de ce qu'avait fait la France. Par exemple, très concrètement, on interdira et on reviendra sur les privatisations en cours de la SNCF, d'EDF, la privatisation des barrages hydroélectriques, toutes ces privatisations en pente qui sont imposées par l'Union européenne. Faut bien que les gens comprennent ça. On le cache aux Français. La privatisation par exemple, de l'hydroélectricité des barrages, c'est imposé par l'Union européenne. Il y a un article des traités, l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui impose, qui donne à la Commission européenne le droit de faire des grandes orientations des politiques économiques, les GOP, et qui donc demande chaque année à la France, comme aux autres pays, de prendre des mesures qui s'immiscent réellement dans la vie politique et économique du pays. À partir du moment où nous, on sera revenus au pouvoir, eh bien, vous pourrez compter sur moi pour les grands services publics. On a un programme même de nationalisation. Revenir, les autoroutes, c'est un scandale que ça a été vendu au privé par monsieur de Villepin, soit dit en passant. C'est le travail des Français. Il faut que les Français disposent de leur grand réseau, les réseaux d'adduction d'eau, les autoroutes, et puis une médecine, revenir à la médecine qui était une médecine excellente il y a encore une vingtaine d'années et qui est sous les coups de boutoir de la Commission européenne. Voilà un petit peu notre idée. Sur les retraites, puis on fait un petit tour d'horizon. Nous avons dit que nous voulons inscrire dans la Constitution le principe de la retraite par répartition. Ce qui n'empêche pas qu'on peut avoir des retraites complémentaires par capitalisation. Mais on voit bien que dans le discours actuel, où on effraie les Français sur les retraites en disant il y a un déficit de 15 milliards d'euros, ce sont les mêmes qui ont endetté la France de 1000 milliards d'euros pour rien et qui nous disent attention, on va avoir un déficit pendant quelques années de 15 milliards d'euros. Donc nous disons qu'il faut conserver les retraites par répartition, parce que nous combattons ce discours. Vous savez ce qui se cache derrière ce discours, c'est en fait de filer les retraites au privé, c'est-à-dire à BlackRock, à Vanguard et aux grands fonds de pension américains. Donc ça, il n'en est pas question. Parce que ça, c'est un problème d'indépendance nationale. Tout à fait. Non, mais il y aurait tellement de choses à dire là-dessus. Non, mais c'est un grand sujet, mais bon, on n'a pas tout ce temps. Et en tout cas, on tient à vous remercier encore pour ce rendez-vous. Alors, sur votre position du CFA, en fait, en Afrique, oui. Ouais, tout à fait. Ça, je l'ai dit depuis des années. Ouais, on l'a fait déjà répondre plusieurs fois. Alors, les gens qui se posent cette question, donc à taper à Asselineau CFA, j'ai dit depuis longtemps que, la France, c'est un des trésors que nous possédons, ce sont nos relations avec nos anciennes colonies, en particulier avec la francophonie, en particulier avec l'Afrique. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, ce sont des relations qui doivent être complètement modifiées, parce qu'il y a eu des relations après les indépendances en Afrique, il y a eu des relations très paternalistes, avec des réseaux, les réseaux de formation, tout le monde est au courant que la plupart des chefs d'État d'Afrique francophone appartenaient à des réseaux de formation avec des Français, tout ça. C'est plus possible. C'est plus possible. Les pays d'Afrique sont devenus des pays développés, enfin, ils se développent beaucoup. On a une jeunesse africaine qui a recours à TikTok, à Internet, etc. Et donc, moi, je ne suis pas pour, bazarder le bébé avec l'eau du bain. Il faut complètement changer les relations entre la France et l'Afrique, notamment les rétablir sur un pied d'égalité. Et dans ce pied d'égalité, j'ai dit et je redis que nous aiderons les pays d'Afrique qui le souhaitent à sortir du CFA pour avoir des monnaies nationales.
qui serais-je si je disais que nous devons sortir de l'euro et que refusais aux pays d'Afrique de sortir du CFA? C'est un peu la même chose. Ce sont des monnaies plurinationales, ce sont des monnaies coloniales, en fait. Hein. Donc nous, l'euro est en fait une monnaie coloniale. On veut récupérer le franc français. Je comprends parfaitement que les peuples d'Afrique veuillent avoir la monnaie nationale. Et nous les aiderons en ce sens. Ce qui est juste. Voilà. Mais parce qu'il faut rétablir de la justice. Tout à fait. Et si vous voulez, je pense que là, la France, en ce moment, connaît une éclipse en Afrique parce que la France est très mal dirigée. On est dirigé par quelqu'un qui est un traître à la nation, qui a pris des positions. Les pays d'Afrique vont faire leur expérience, peut-être en se rapprochant des Russes, en se rapprochant des Chinois. Ils verront. Et puis je pense qu'ils se rendront compte, au bout du compte, que on a quand même beaucoup de choses qui nous lient avec les pays d'Afrique, ne serait-ce que l'histoire, la langue, comment dirais-je, les échanges d'étudiants, les échanges familiaux, les mariages mixtes, etc. Et donc on a beaucoup de points en commun. C'est pas maintenant qu'il faut laisser tomber l'Afrique, au contraire. Et je dirais même en plus, moi je suis très optimiste sur les capacités de développement de l'Afrique au XXIe et XXIIe siècle. Il suffit de voir. Hein, actuellement, l'Europe, elle végète, et il y a des taux de croissance, par exemple, au Sénégal, qui sont très impressionnants. Donc, on peut très bien avoir, et je pense que ça sera le cas, des pays d'Afrique qui deviennent des puissances économiques réelles, et c'est vraiment dommage que la France les mise à l'écart à cette occasion. Et je pense que c'est en train de changer même. Hein. Il y a beaucoup de porteurs de projets en Afrique, hein, qui commencent à développer. Hein. Oui, par exemple, il y a un point, enfin, ça ne concerne pas la France, mais c'est une statistique qui date d'il y a quelques années qui m'avait frappé. En Angola, qui était une ancienne colonie portugaise, il y a désormais plus de Portugais immigrés en Angola que d'Angolais immigrés au Portugal. Ce qui prouve que l'histoire change, l'histoire évolue, et il faut garder à tout ça, si possible, une relation d'amitié et de fidélité avec nos amis africains, mais qui doit être en effet découplée maintenant de toute idée de paternalisme ou de domination. Moi, j'avais prévu, sortant de l'Union européenne, que nous proposons à l'UNESCO de dégager les locaux de Paris et de s'installer à l'UNESCO, donc c'est où il y a 150 pays du monde, de s'installer dans les locaux laissés vides à Strasbourg. Donc on proposait ça à l'ONU, ça serait beaucoup plus adapté. Et les locaux qu'il y a à Paris, de proposer une espèce de parlement de la francophonie. Parce que je pense que nous pourrions, d'abord, le siège du Conseil de sécurité de la France, il pourrait être mis au service, pas seulement de la France, mais de la francophonie. Et on pourrait, sur toute une série de sujets, je sais pas, le commerce nord-sud, la position sur la Palestine, par exemple. On pourrait définir des positions qui ne seraient plus seulement celles de la France, mais qui seraient celles de la France et d'un certain nombre de pays, par exemple d'Afrique, mais aussi du Québec, de la Belgique ou de la Suisse ou je ne sais pas quoi, et qui se reconnaîtraient dans une vision, parce que une langue, c'est aussi une vision du monde. Hein. On n'a pas la même vision du monde quand on parle le français ou quand on parle l'anglais. Je pourrais vous en parler longtemps. On a une position originale et que l'on pourrait développer au niveau international. Voilà, par exemple, quelque chose où la France ne donnerait pas le là, mais elle pourrait, au contraire, mettre en partie à disposition des pays d'Afrique notre siège au Conseil de sécurité pour qu'on ait des positions communes entre la France et les pays francophones. Alors, merci en tout cas pour ces réponses sur ces questions. On avait projet de demander à d'un internaute, un TikToker, de vous poser sa propre question, d'accord, qui s'appelle Rêver, qui vous a déjà rencontré, oui. Qui vous avez déjà apparemment partagé des repas ensemble. Voilà, donc je demande à Rêver de pouvoir poser sa question. Merci Rêver. Allô, vous m'entendez? Alors, je vais mettre le son un peu plus, vas-y, tu peux. Bonjour Président, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends, bonjour. Bonjour, donc oui, j'étais la personne qui vous avait offert le JT Le Couvert en 2012 après une conférence à Avignon. Oh, il y a longtemps, longtemps. Oh, oui, donc, il y a 14 ans. Voilà, je tiens à rappeler aussi à tous les auditeurs que vous êtes le seul digne représentant du peuple libre de France. Faut bien l'avoir à l'esprit. Libre dans le sens où ce sont les gens qui vous suivent sont ceux qui ne sont pas matrixés par les médias mainstream et vous êtes le seul espoir de rendre ce peuple libre. La question, oui, s'il te plaît, Président, la question porte pour motiver les gens de bonne volonté à s'investir. Et ils sont de plus en plus nombreux, comme vous le constatez, et comme nous le mesurons nous sur TikTok. La question est-ce que des messages d'encouragement, de motivation, ne donneraient-ils pas du baume au cœur à ces militants qui ont besoin de cela pour s'investir pleinement?
Oui, bien sûr. Si je peux en profiter là de le faire en engageant tout le monde. D'abord, félicitant cette Radio Frexit, qui est une initiative spontanée. Et je pense qu'on est au XXIe siècle. Et on a une répartition très intéressante de la connaissance et du pouvoir grâce aux réseaux sociaux. C'est vraiment fondamental. Maintenant, chaque individu, à la limite, peut prendre l'initiative de lui-même de créer presque sa propre radio. C'est ce que Radio Frexit, de faire sa radio et de développer ses idées, de reprendre, par exemple, certains de mes messages. Vous savez ce qui s'est passé en Roumanie? Ça doit être un exemple pour nous. En Roumanie, Georgescu, c'était un haut fonctionnaire, un peu mon profil, il avait été ambassadeur de Roumanie à l'ONU. Il a fait un programme où il disait qu'il fallait que la Roumanie sorte de l'Union européenne. Sinon, c'était une nouvelle dictature comme celle de Ceausescu qui risquait de revenir. Il était donné dans les sondages, il était interdit d'antenne, comme je suis interdit d'antenne dans les grands médias. Il était donné 3 ou 4 mois avant la présidentielle, il était donné à 1% dans les sondages. Il a terminé premier au premier tour avec 22% dans les sondages, essentiellement grâce aux réseaux sociaux, notamment grâce à TikTok. Et c'est pas uniquement, contrairement, on a voulu faire croire que c'était les Russes, mais les Russes, c'est pas les Russes qui avaient fait en sorte que les gens aillent voter en faveur non. Ce qui s'est passé, c'est que il y a eu en Roumanie énormément d'internautes, de TikTokers qui se sont mobilisés, qui ont relayé. Donc moi, je dis ici à toutes les personnes de bonne volonté, allez-y. Il y avait énormément j'ai fait beaucoup de conférences. Je fais des directs sur UPR TV tous les mercredis. Vous pouvez vous saucissonner, vous prenez un morceau, 1 minute, etc., et qui vous paraît amusante, intéressante, percutante, etc. Vous êtes libre, hein, c'est libre de droit, et vous diffusez ça. Et je pense que ce réseautage peut vraiment changer la donne, parce que je vois qu'actuellement, les Français sont complètement aux abois. Et ce qui est le plus triste, honnêtement, si les médias, on était dans une démocratie, si j'étais invité régulièrement à la télévision, honnêtement, je pense que je serais élu président de la République. Parce que le message que je porte est un message de libération qui parle à beaucoup de gens. Leur pouvoir est réduit qu'à une chose, on m'invisibilise, on ne sait pas qui je suis. Voilà. Donc, face à ça, il faut agir comme dans toute dictature. C'est comme, par exemple, pendant la résistance française, il y avait des journaux clandestins. TikTok, c'est un peu un journal clandestin, mais qui doit se répandre à des centaines de milliers, même des millions de Français, notamment des jeunes Français. Alors, merci Monsieur Asselineau. Vous devez faire une conférence sur l'agriculture aujourd'hui et la ruralité. Donc, merci en tout cas, on va rendre l'antenne. Merci beaucoup. Bon courage encore. Merci. Je suis le grand guignol du théâtre doré, l'empereur du semblant, magistrat décoré, Macronus en personne, architecte du vent. Mon édifice verbal s'élève en revendiquant. Je cisèle des traités comme on sculpterait du sucre dans un grand opéra bureaucratique et lugubre. Chaque mot est un arrêté, chaque phrase un décret, un monument de papier qui promet, qui sourit. Blablateur européiste, mon logiciel est parfait, mon aventure est pure. Je distille l'évidence en concept radieux. C'est écrit dans le marbre des rapports officiels. Je grave l'avenir d'une main sûre dans la grand-messe de la haute figure. Je suis le songe raisonnable et la bonne parole, et ma certitude est un roc, une vérité frivole. À Radio Frexit, avec tous mes vœux de croissante fulgurante. Suivez François Asselineau sur Twitter.